Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Michel. C'est l'émission Solidaire d'abord. Et donc, c'est un peu spécial aujourd'hui puisque ça fait 20 ans que cette émission existe. Elle avait commencé avec le traité, juste après l'année du traité constitutionnel européen, avec Jean-Louis Chauppy et Jean-Claude Cordier, qui tous les deux, je les porte avec moi en permanence parce qu'ils m'ont appris plein de choses et je suis content de les avoir eus comme amis. Voilà. Et cette émission, elle est là aussi parce qu'ils ont été là. Et j'espère que je reste bien dans l'esprit de ce qu'ils m'ont apporté. Donc oui, cette émission, ça va être déjà sur aujourd'hui reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. C'est pas rien, surtout quand on voit d'où on vient. Il y a 2 ans, je sais pas Alain, comment tu vois les choses. Il y a 2 ans, on n'était pas parti là-dessus du tout. Oui, ça commence même avant 2 ans, parce que c'est une affaire qui était déjà en 1948, à la création d'Israël, il devait y avoir un État de Palestine, en parallèle à celui d'Israël. Et puis effectivement, ça a mis un petit peu de temps, et ça n'a pas été faute de le réclamer pendant des années pour un certain nombre de gens. Et là, effectivement, avec les événements de Gaza, le génocide affreux qui se produit sous nos yeux là devant le monde entier, la protestation massive qu'il y a dans tous les pays, ça a conduit à faire au moins un geste avec quelques bémols qu'il va falloir peut-être souligner, mais en tout cas, pour les Palestiniens, c'est un réel encouragement. Mais on vient de loin parce que il y a 2 ans, par exemple, là, on avait même une manifestation, souvenez-vous, en novembre 2023, manifestation avec le PS, le PC, les écolos, les macronistes, parce que Macron n'y était pas, et le RN, qui étaient tous en train de nous parler de l'antisémitisme, que Israël devait se défendre, enfin, etc., avait le droit à se défendre. Effectivement, on a fait du chemin depuis, et ça a été, pour prendre l'exemple d'Aubenas, des manifestations et des rassemblements tous les samedis, de plus en plus massifs, et donc une audience quand même qu'il fallait prendre en compte de la part du pouvoir, quoi. Oui, avec effectivement, je sais pas, un état d'esprit qui montrait que tous ceux qui osaient prendre un petit peu la défense des Palestiniens étaient assimilés de toute façon à des terroristes, quelque part. Tout à fait, tu fais bien de le souligner. La prise de position de solidarité avec le peuple palestinien a été assimilée à une défense du terrorisme, ce qui a été une contre-vérité flagrante, quoi. Donc ça, petit à petit, ça a fait son chemin, et on a vu de quel côté étaient les terroristes. Oui. Oui, ceux qui massacrent. Voilà. Mais en même temps, on peut se poser la question, la reconnaissance de la Palestine, est-ce que... Bon, c'est vrai que c'est bien, comme ça vient d'être dit, mais il y a quand même peut-être plus urgent à faire de la part de ces États. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent reconnaître, mais si on prend que notre gouvernement, il continue toujours à commercer avec l'État d'Israël, pour fournir des armes qui servent à détruire, qui servent à tuer des civils, des enfants, etc. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un embargo mis immédiatement sur les armes, ça va encore continuer. Ça va être quelque chose d'assez dramatique. Alors oui, par rapport à ce qui est en train de se passer justement, tu disais Michel qu'on se retrouve même à avoir des gens qui sont en train de commencer à penser la négociation des prix des territoires qui vont être libérés. Ils appellent ça une libération. Et donc, une fois qu'ils ont bien écrasé tout le territoire, obligé les Gazaouis à partir, ils vont faire des affaires. C'est ça que tu avais. Veut entamer la vente de terrain à Gaza, une mine d'or immobilière selon ces mots. Écoutez cette déclaration choc.
J'ai entamé des négociations avec les Américains. Je ne plaisante pas, car j'exige également que nous partagions les bénéfices tirés de la vente des terrains à Gaza, car nous avons dépensé beaucoup d'argent pour cette guerre. Et maintenant, sans plaisanter, nous avons terminé la phase de démolition, qui est toujours la première étape de la rénovation urbaine. Nous devons maintenant construire, ce qui est beaucoup moins coûteux. Oui, c'est énorme ce que tu nous passes là, Michel, quand même. Voilà, c'est publié sur la chaîne LCI. Hein, c'est un ministre israélien. C'est le ministre israélien de l'économie. Ben Gvir. Oui, c'est ça. Oui, d'extrême droite. Oui, tout à fait. Oui, d'extrême droite, largement, plus que ça. Et en plus, quand il parle, quand on voit les images, il sourit. Voilà. C'est-à-dire un sourire, un plaisir mesquin. Un plaisir de ça, on est en train de détruire la vie, etc. Et on va se partager le gâteau, après on va faire la fête par-dessus. Juste un chiffre que moi j'ai trouvé terrible, qui a été amené par Vincent Lemire, qui est un expert, un spécialiste de ce qui se passe là-bas, et qui disait ne croyez pas, les Israéliens, on dit sans arrêt qu'ils se mettent en mouvement, ils font des manifs contre Netanyahou, pour la paix, etc. Mais ils sont quand même à 75%. Il y a eu des sondages, 75% qui sont pour le fait que, de ce qu'a dit Trump, quoi, en faire une Riviera. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire l'un et l'autre, c'est que derrière Israël, il y a quand même un appui indéfectible, et pas seulement de Trump, mais avant, y compris de Biden, à la politique d'expansion d'Israël. Donc avec toujours derrière cet intérêt des multinationales américaines, bien sûr, mais aussi françaises, comme Carrefour, la BNP, qui aident au financement des colonies et à l'implantation israélienne dans les territoires de Cisjordanie, et peut-être au-delà de Gaza, si les choses vont dans le sens de ce ministre. Alors ce que tu disais, Michel, sur les interventions possibles, il y a aussi cette flottille qui est partie, et tu disais qu'il y a des dockers. Ben oui, dans la flottille qui est, je crois, la plus importante flottille qui ait jamais été organisée, qui a jamais été organisée, et il y a entre autres des dockers de Gênes. Les dockers de Gênes se caractérisent par une chose certaine, c'est que eux ils appliquent l'embargo systématique sur les livraisons d'armes ou de matériel militaire en direction d'Israël. Et donc, en particulier, il y a sur cette flottille José Nichols, qui est le responsable et le porte-parole de ces dockers, qui est sur ces bateaux. Et d'ailleurs, ce même docker sera présent le 5 octobre à Paris, et on sait qu'il sera présent parce que les dockers présents à Paris, pour un meeting qui aura lieu à Paris contre la guerre, un meeting international, et il sera présent parce que les dockers ont averti très clairement que s'ils perdaient le contrôle pendant 20 minutes, ils déclencheraient immédiatement la grève totale sur l'embargo et l'étendraient à tous les ports, permettant de défendre justement cette flottille, parce que là, on a l'expression même dans cette déclaration, qui est plus longue que ce que je viens de dire, hein, mais de la puissance que peut avoir le mouvement ouvrier s'il se met en œuvre, s'il se met en route. Et effectivement, c'est ce qui devrait se passer. S'ils perdent le contrôle pour la flottille, hein, oui, pendant 20 minutes, voilà, à ce moment-là, il y a une grève générale qui s'est... Voilà, c'est ça. C'est les engagements qui ont été pris par les dockers de Gênes. Ça, c'est fort. Et c'est à mettre aussi en relation avec... parce qu'on parle de ce qui se passe en Israël, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est en train de se passer en Palestine, c'est des manifestations considérables dans tous les pays. Avec en particulier, donc en Angleterre, c'est des manifestations très importantes, c'est des 500 000 qui manifestent, etc., c'est des millions. Mais c'est dans tous les pays où ça se produit, ça se développe, etc. Et c'est véritablement... Et même y compris aux États-Unis d'ailleurs, hein, on parlait des États-Unis tout à l'heure de Trump et compagnie. Si Biden y perd les élections, ben c'est à cause de la Palestine, mine de rien. Hein. Ça, c'est son problème. Mais là, c'est aux États-Unis aussi, il y a une levée très importante de bouclier, et il y a un courant du Parti démocrate DSA, qui est un courant qui prend de l'importance,
et qui a assuré et qui a demandé à toutes ces structures, donc aux États-Unis, d'engager la bataille pour la défense de la flottille qui est en train d'aller vers la Palestine. Ouais, s'il y a 9 pays là qui reconnaissent la Palestine, l'État de Palestine, donc il y en a eu déjà 4 hier. Alors c'est rigolo parce que c'est des gens qui font un pied de nez à Macron quand même. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie qui reconnaissent, et le Portugal qui reconnaissent avant le jour où Macron passe devant l'ONU. C'est pas par hasard quand même, non ? Oui, c'est peut-être pas les choses fondamentales. Enfin, les uns et les autres mais bon, ont un peu à la fois doivent reculer face à une opinion publique, oui, et d'autre part font l'impasse sur un des points essentiels qui sont pour arrêter le génocide en cours, arrêter les livraisons d'armes, et puis faire en sorte qu'il y ait des sanctions effectives qui soient prises au niveau international, comme ça a été recommandé par la Cour pénale internationale. Oui, 9 pays qui reconnaissent, justement, d'un seul coup, c'est pas un hasard complet, c'est-à-dire que justement, partout, il y a des peuples qui se sont levés pour dire que ça allait plus, quoi. Tout à fait, oui. Alors, tu voulais développer quelque chose que je trouvais très intéressant. Pourquoi l'antisémitisme, quelque part, sert le sionisme ? Oui, alors on peut dire, un peu pour paraphraser quelqu'un, c'est que c'est un peu les deux faces de la même pièce, quoi. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent mutuellement. Oui. Et donc, quand on a vu, il n'y a pas très longtemps encore, Netanyahou appeler les Juifs de France, par exemple, à faire leur aliyah, donc leur montée vers Israël, donc émigrer, quitter la France pour venir en Israël, en prétextant qu'il y avait un antisémitisme massif en France, on peut dire que inversement, la politique actuelle de ce gouvernement d'extrême droite, on peut qualifier même de fasciste, c'est un élément qui peut nourrir également l'antisémitisme du fait d'une manque de discernement entre ce qui est la politique sioniste d'Israël et l'attitude des Juifs en général. Donc il y a effectivement ce sondage qui peut être inquiétant, montrant que parmi les jeunes, il y a une proportion de plus en plus grande de gens qui ne font pas la différence entre les soutiens d'Israël, les sionistes militants, et puis les Juifs tout court, quoi. Les 18-24 ans sont 31% à aller jusqu'à dire qu'il faudrait punir les Juifs. Parce que c'est pas possible que quelque chose comme ça se passe, qu'un génocide comme ça. Oui, j'ai pas vu le sondage, je connais pas les. Donc ça va très très loin. C'est-à-dire que effectivement, les Juifs quelque part sont passés de victimes à assassins. C'est-à-dire la Shoah est complètement évacuée là. Dans l'imagerie, dans l'imaginaire. Oui, c'est effectivement dangereux. Mais, on disait au tout début d'ailleurs qu'en fait, ce qui se passait à Gaza, en fait, ça sert à ça. Ça sert en fait à provoquer partout. Et qu'effectivement, même si dans les statistiques que je n'ai pas contrôlées ni rien, mais où il y a une montée soi-disant des actes antisémites, c'est dû en grande partie sûrement à ça. Oui. Et ça nourrit véritablement. Mais alors que quand on entend les propos, on a écouté, là, c'était encore des propos gentils, je veux dire, qui tenaient de ce point de vue. Mais c'est effrayant. Je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs, ont dû l'écouter. Ça s'écoute sur les réseaux sociaux parce que, malheureusement, dans nos radios et nos télévisions nationales, ça, par contre, c'est plutôt interdit de séjour, en règle générale. Là, c'est intéressant qu'il y avait... là, c'est LCI qui diffuse, mais bon, la plupart du temps, il n'y a aucune information de ce point de vue. Oui, c'est que l'information de l'armée israélienne, et le reste, il n'y en a pas.
Alors, on avait un deuxième sujet dont on va parler parce qu'on a déjà avancé dans le temps. Et donc, on va parler un petit peu des luttes actuelles. Mais il n'y a pas une déconnexion complète avec le sujet qu'on vient d'avoir. Puisque, par exemple, M. Retailleau, qui est, ça ne vous a pas échappé, ministre de l'Intérieur démissionnaire, s'est permis quand même de ramener sa fraise par rapport au fait qu'il y ait des mairies qui mettent le drapeau palestinien voilà, sur la mairie. Enfin bon, bref. Oui, tu voulais dire... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tout à l'heure, on parlait même des États qui prennent des positions, etc. En attendant, ils continuent quand même à organiser la répression contre les manifestants. Hein. Oui. Et même y compris en Espagne, où on a eu par exemple le truc de la Vuelta, ils ont interdit la Vuelta. Non, c'est la population qui a interdit. Oui, c'est ça. Le fait qu'elle continue. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il aurait pu, d'entrée de jeu, interdire à l'équipe d'être présente. Il est maître de son territoire, il aurait dû le décider. Ça, c'est ce que disent les militants en Espagne par rapport à ça. Oui. Donc, oui, parce que on nous a mis beaucoup en avant le fait qu'il y avait eu plus de 100 000 manifestants d'extrême droite en Angleterre, mais n'oublions pas qu'il y a eu plus de 100 000 manifestants qui ont empêché la Vuelta de se passer en Espagne contre le fait qu'il y avait une équipe israélienne là. Hein. Donc voilà. Et en Angleterre, des manifestations pro-palestiniennes, c'est 500 000 au minimum. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc ça veut dire que c'est toute proportion gardée. Par contre, les 500 000 qui ont manifesté, ils n'ont pas eu droit à la même information sur nos réseaux à nous. Alors, le 10 septembre, à Aubenas, pas loin de 1000 manifestants. Le 18 septembre, pas loin de 2000. Enfin bon, les chiffres de la CGT étaient plutôt de 1500. Les chiffres de la police, c'était 1000, hein. Le 18, 1100 je crois qu'ils ont dit. Oui, 1100. Voilà. Moi je suis désolé, j'étais dans la manif, j'ai essayé de compter, alors c'est pas toujours évident de compter quand il y a 2000 personnes quand même, mais pour moi il y avait plus de 1500, mais bon, voilà, on va pas se faire des bagarres comme ça. Bon, en tout cas, le mouvement social est quand même, il y a une vraie levée de bouclier, entre autres par rapport à ce que Bayrou nous a sorti mi-juillet. Oui, c'est surtout ça qui a enflammé le débat en France. C'est effectivement le plan Bayrou, alors qu'il suivait les autres. Hein. Mais c'est le plan Bayrou, parce que là, pour le coup, il allait un peu plus loin que tous, il remettait en cause... Bon, alors, l'histoire des 2 jours de congé, alors on appelle ça le plan Bayrou, mais on devrait préciser, dire véritablement que c'est le plan Macron-Bayrou. Parce que les 2 jours fériés, c'est une exigence de Macron, pas de Bayrou. Donc, qui ont été mis en place, sur lequel, soi-disant, il aurait reculé ou pas. Mais c'est tout le reste. C'est toutes les mesures qui ont été prises et qui étaient des attaques directes. Tout ça pour satisfaire des budgets de guerre. Oui, c'est ça. Parce qu'on a qualifié ça dans le syndicat un budget de guerre, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est une guerre contre les travailleurs, contre leurs acquis, etc. Et c'est pour financer la guerre. C'est pour financer des milliards de dépenses d'armement qui ont été décidées en particulier à l'échelle européenne, et dont 80% de ces sommes vont être réservées à l'achat d'armes américaines, qu'on se comprenne bien. Hein, c'est ça le truc. Et pendant ce temps, on continue à organiser, on continue à soutenir les massacres qui se passent, parce qu'il y a le massacre de la Palestine, mais il y en a encore un peu plus près de chez nous. Hein, il y a ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc, où là, on ne sait plus, mais c'est quasiment 1 million de morts des 2 côtés. Il y a des jeunes, en particulier, qui n'ont rien demandé à personne et qui, surtout pas, d'aller se faire tuer à la guerre. Et puis on est en économie de guerre, quoi, quasiment, hein, puisque d'un seul coup, là, on voit qu'on nous demande de faire un effort pour un budget de guerre, d'armement. Et donc, le 10, ils viennent de là aussi. Ils viennent de là. Ouais. Ils viennent de là parce que c'était pas possible. C'est une attaque contre... Parce que quand on dit... alors moi, il y a des différences, effectivement, entre les organisations syndicales et les mouvements citoyens. Bon, on se comprend. Mais ça fait un tout. Véritablement, c'est un tout. C'est un tout qui devrait se retrouver, d'ailleurs, ensemble, tout le temps. Parce que on n'est pas obligatoirement organisé dans les entreprises, dans les syndicats, etc. Et puis, on n'a pas les mêmes... Mais au niveau... On défend les mêmes intérêts. Les mêmes revendications, d'ailleurs, quasiment. C'est exactement les mêmes.
Et donc, ça devrait être un mouvement d'ensemble général qui devrait porter tout ça. Mais ce qui est invraisemblable, par exemple, c'est ce qu'on entend depuis une bonne semaine sur la taxe Zuckman, comme quoi c'est quasiment, enfin c'est l'extrême gauche et l'extrême gauche et des je sais pas quoi, oser demander 2% d'efforts à des gens qui n'en font pas quoi. En fait, hein, c'est assourdissant leur machin. Ils t'expliquent, ils te prennent un exemple de quelqu'un qui gagne 1 milliard. Donc, il a 1 milliard de fortune. Vous vous rendez compte, il doit donner 20 millions. Mais vous rendez compte de 20 millions? Alors, 1 million d'euros, il faut quand même ramener les choses à ce que c'est. C'est en gros ce qu'on gagne dans une vie entière quand quelqu'un est payé à peu près à 2000 euros. Voilà, ce qui est déjà un salaire haut par rapport au fait que le SMIC prend de plus en plus de place. Le salaire médian est en dessous de 2000 euros. Hein. Et donc, à 2000 euros, on gagne 1 million dans sa vie. Bah, ces gens-là, à un moment, ils ont tellement de pognon qu'on va leur demander 20 millions. Alors, effectivement, le mec à la télé, il t'explique, il te dit, vous vous rendez compte, on va leur demander 20 millions. C'est énorme, quoi. Sauf que le mec, pendant ce temps-là, pendant qu'on lui demande 20 millions, il met 70 millions de côté. Et ça, ils te le disent pas au passage, parce que c'est 6, 7, 8%. Mais hein, moi, chaque année. Je rajouterais plus, c'est-à-dire qu'une bonne partie de cette richesse-là, là, soi-disant, ces revenus, ça vient des aides publiques. Bien sûr. C'est-à-dire que les plus gros assistés, ce sont ces gens-là. Ce sont eux. On a parlé de 211 milliards, je crois. Enfin, bon, il y a des chiffres qui circulent, 211, 260, enfin, on ne sait plus, parce que après, quand on mélange avec les milliards, tout ça, c'est des chiffres qu'on a un peu du mal à visualiser et tout. Hein. Mais en attendant, c'est par an, hein, tout ça. C'est pas n'importe quoi. Et donc, ils s'enrichissent avec ça. C'est simplement, c'est quoi cet argent-là? Ce sont des salaires ou des cotisations sociales qui ne sont pas versées. Hein, qui appartiennent aux travailleurs, à la force de travail, et dont on les vole de ces sommes-là. Alors on s'approche donc je suis obligé de te bousculer. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Le Grand Détournement de Mathieu Aron et Caroline Michel Aguirre. Si vous avez l'occasion, allez le lire. Moi j'en ai lu une grosse partie, je l'ai pas lu en entier, donc aujourd'hui je peux pas faire un vrai rapport par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'eux ils arrivent à 270 milliards avec 3 postes qu'ils évoquent. Un premier poste qui sont les exonérations de charges, de cotisations, ce qu'ils appellent charges fiscales. Les patrons, ce sont des cotisations patronales, puisque théoriquement c'est un salaire. Ça fait partie du salaire. Donc là, ils ont réussi à sortir quand même 90 milliards de ces cotisations qui normalement servaient à faire fonctionner la Sécu. Un deuxième poste qui sont les subventions CICE, etc. et tout ça. Et puis un troisième poste qui sont les niches fiscales. Ils arrivent à 270 milliards. Et c'est complètement fou parce qu'ils disent, si on n'arrête pas la machine qui est en route, dans 2 ans, c'est 350 milliards, dans 5 ans, c'est 500 milliards, quoi. C'est un truc, plus ça va, plus ça grossit. Voilà. Bon, bref. Alors, il faut quand même qu'on fasse les annonces sur ce qui s'est passé ici ou ce qui se passe ici à proximité. Donc, il y a la déviation de Saint-Péret. Alors, moi, j'ai pas trop. T'as pas les éléments. Moi non plus, pas trop. Tu en as un peu, Alain. Donc, en fait, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe à la 69. Hein. Oui, à une petite échelle, oui. C'est-à-dire qu'on a sans arrêt des allers-retours. Le chantier reprend, le chantier est bloqué, tribunal administratif, etc. Voilà, et ça fait des années que ça dure. Hein. C'est un peu la même chose que pour la 69. Il y a eu la fête de la Conf qui a été absolument magnifique le 20 septembre. Il y avait la fête de la CGT. Il y avait la fête de la CGT Alba, oui. Enfin, la fête des 130 ans de la CGT. Voilà. Et dans les deux cas, il y avait la solidarité avec la Palestine qui était fortement exprimée. Qui était très représentée, comme tu dis. Exactement. C'était quand même chaleureux, justement, et les gens étaient très bien accueillis. Après, il faut faire une petite annonce aussi, c'est sur le fait qu'il va y avoir une fête à Saint-Pierre-de-Colombier la semaine prochaine, c'est samedi 27.
Donc elle aura lieu sur la place du village. Elle commence à 18h avec un apéro blabla. Donc ça veut dire qu'ils vont nous expliquer un petit peu où ils en sont. Parce que, on n'a pas de nouvelles, récentes. Il va y avoir le jugement là de... Alors après, il y a moi j'appelle ça le jugement du gourou, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire. Mais bon, il va avoir lieu, donc je présume que les choses, ils doivent attendre le résultat de ce jugement. Alors donc ça peut traîner quand même encore pendant quelques mois. Après, à 19h, il y aura un petit repas. Et puis, à 20h, il y a un concert avec un groupe qui s'appelle Les Pénates et qui fait chansons un peu rock jazz. Je crois que dans Les Pénates, il y a Pierre-Yves Marais qui joue, je crois. Hein, il me semble avoir compris ça, mais je ne suis pas sûr. Bon, voilà. Donc, Pierre-Yves de la Conf. Et puis, là, il va y avoir la fête de la Sécu. Alors, c'est pas 80 ans. C'est les 80 ans de la Sécu. Mais comme ça a déjà commencé dans le cadre de la fête de la CGT, où il y a eu une conférence donc, sur les 80 ans de la Sécu, son histoire, sa création, etc. Je ne vais pas y revenir là, parce que ce serait beaucoup trop long. Et donc, il y aura sur Aubenas, il y aura au moins déjà une manifestation et une conférence aussi. Alors, il y a donc une manifestation prévue le 4 octobre. Le 4 octobre, c'est à 14h à l'hôpital. C'est à 14h à l'hôpital et en direction de la sécurité sociale. Voilà. Alors, on a un parcours en bas là-bas. On a un petit peu dépassé. Tu voulais un petit peu dire que tu avais été un peu surpris par la déclaration des syndicats qui. Oui, non, mais c'est par rapport au niveau syndical, mais c'est difficile d'en parler comme ça. On va faire très court. Disons que le 24, normalement. L'intersyndicale nationale doit se réunir pour décider de la suite en fonction des réponses que va lui apporter le ministre Lecornu. Moi, je rajoute simplement que la réponse de M. Lecornu, comme celle d'avant, on la connaît et qu'on ferait bien d'organiser la mobilisation parce que c'est en bloquant le pays. Tout ça, c'est pas très légitime. On arrivera à les faire reculer. Allez, merci beaucoup Sylvain. À la technique. Et merci Alain, merci Michel. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir.